Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Allo Anaïs qui vous inspire à développer votre plein potentiel. Alors pour l'émission du jour, vous l'avez vraiment attendu assez longtemps parce qu'en fait au mois de septembre dernier, on a fait un tour d'Asie à vélo avec Patrick et alors aujourd'hui on se rencontre pour justement vous partager ce récit de voyage. Donc aujourd'hui je suis avec Patrick Lopez. Salut Patrick. Salut. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, bien sûr. Je suis coach organisationnel. Je suis un ancien sportif. J'ai été champion de France d'aviron à mes 18 ans. J'ai arrêté le sport, blessure. Puis, il y a un an, j'ai repris un petit peu le sport. J'ai fait un petit tour d'Europe en vélo. Puis là, je reviens de faire un petit avec toi. Alors quand il dit petit tour à vélo, il parle quand même de 8000 km à vélo. Ça, 8000 km en vélo. Je pense qu'il y a 13 000 au total parce que j'ai dû prendre un peu d'autres transports. J'ai été blessé, etc. Et puis récemment, le triathlon, c'est ma nouvelle discipline. Nouveau sport que tu as débuté également cette année. Mais génial, mais merci pour cette présentation. Donc l'épisode va se dérouler en trois sections. La première section, on va parler en fait des préparatifs avant le voyage. Qu'est-ce qu'on a fait avant ? Qu'est-ce qui nous a donné envie aussi de partir dans ce voyage un petit peu fou. Pendant le voyage aussi, qu'est-ce qu'on a fait ? Ça a été quoi nos meilleurs moments, les moments les plus difficiles ? Qu'est-ce qu'on a le plus apprécié ? Et après, on terminera par... une fois que le voyage est terminé, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on retient de cette aventure-là ? Et puis peut-être quel va être notre prochain voyage, si voyage il y a. Et on répondra aussi aux questions qu'on a reçues sur Instagram de votre part. Donc restez jusqu'à la fin pour écouter les réponses à vos questions. En fait, pourquoi on a voulu faire ce voyage à vélo ? Je pense que tu pourrais peut-être répondre déjà à cette question. L'année dernière, donc j'ai fait mon voyage à travers l'Europe. J'ai fait à peu près 17 pays. Ça a été incroyable. Ça a été fort en émotion. Et quand je suis revenu au Canada pour vivre tout simplement, je me suis dit que l'aventure, elle ne devait pas se terminer comme ça. Elle devait continuer. En fait, j'ai vraiment pris le goût à l'aventure. Et je voulais prendre le temps d'apprécier le temps. Je voulais être dans la contemplation comme je l'ai été l'année dernière. Et j'avais 3 semaines de vacances à prendre. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire un peu de fou en 3 semaines ? J'avais mon vélo à côté de moi. Je me suis dit, allez, c'est parti, on va faire un petit tour. Et puis, dans les pays que je voulais voir un peu une fois dans ma vie, il y avait le Japon. Et le Japon, le problème, c'est que l'avion de Montréal, il nous amenait à Tokyo, pas de souci. Mais Tokyo, en fait, c'est en plein milieu de l'île. Et l'île, c'est un peu une forme de banane. Fait que si tu prends le vélo et que tu descends tout en bas, ça marche pas très 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 bien. Fait que t'es obligé de reprendre le train pour aller tout en nord. Et je voulais pas faire la banane en entier en vélo. Fait que finalement, j'ai commencé le tracé, descendre un petit peu le sud de l'île. Et puis là, j'ai vu qu'il y a un morceau de terre que je connaissais pas du tout. J'ai dézoomé. Et j'ai fait, oh tiens, il y a la Corée du Sud à côté. Est-ce que ça serait pas quelque chose que je pourrais mixer ? Et petit à petit, l'idée, elle est venue. Et puis j'ai commencé à voir que c'était réalisable en 3 semaines. Que c'était pas si compliqué que ça en termes de dénivelé. La météo était plutôt favorable, en tout cas sur le papier, pour le mois de septembre. Oui, effectivement, on voit un contrat après. Finalement, la réalité nous a frappé bien comme il faut. C'est ça. Et puis, je me suis dit, en vrai, la Corée du Sud, c'est quand même un pays qui m'intéressait, qui m'intriguait. Et le Japon, c'était sur ma liste de toute façon depuis des années et des années. Et je me suis dit, let's go, on n'a qu'une vie. Exact. Et puis Patrick m'a parlé en fait de ce voyage-là. Et moi, je revenais d'un voyage d'une semaine au Portugal avec justement plusieurs filles. On a fait un beau voyage d'une semaine. C'était 6 jours assez intenses, vélo de gravel. Et Patrick me parle de son voyage de vélo. Et là, je me dis, c'est un peu fou quand même comme genre de voyage. Ça veut dire que c'est au moins 100 km de vélo par jour, voire même un peu plus. Et j'avais un peu peur, honnêtement. Je me sentais pas très prête à faire ce voyage-là. Puis Patrick me disait, avec tout le sport que tu fais, je faisais une dizaine d'heures d'entraînement par semaine à ce moment-là, en avril-mai. Et puis, j'avais encore quelques semaines pour me préparer à ce voyage-là. Fait que du coup, je me suis dit, écoute, pourquoi pas ? Ouais. En vrai, tu étais préparé physiquement. C'était pas là-dessus où j'avais le plus peur. C'était plus l'appréhension, on se connaît pas vraiment. Est-ce qu'on part dans un autre pays ? Est-ce que ça va marcher un peu, de la dynamique à deux ? Est-ce que aussi tu seras capable de vivre dans un environnement qui est complètement différent de notre culture ? Parce que là aussi, il y a quand même beaucoup de choses à raconter. Même si c'est des beaux pays, ça n'a pas été toujours très simple. Par la langue, par tout plein d'us et coutumes qu'on ne connaissait pas. Ça, on pourra en parler après. Mais effectivement, c'est vrai, on ne se connaissait pas. Moi, je ne savais pas si j'étais capable physiquement en fait, de faire ce voyage-là. Et en plus, il y avait le fait qu'il fallait faire
du cyclotourisme, c'est-à-dire en fait porter ses propres affaires sur son vélo. Oui. Et ça, en fait, au Portugal, on avait eu le luxe d'avoir un van qui nous suivait avec ma valise de 23 kilos et toutes mes affaires pour me rassurer dans ce camion-là. Alors que là, pour ce voyage-là, le prérequis, c'était de partir avec un minimum de choses, sachant que moi, j'ai même pas un vélo de gravel, j'ai seulement un vélo de route. Donc, c'était vraiment très minimaliste, en fait, comme nombre d'affaires que je pouvais porter. Et une condition aussi que je voulais pas, parce que toi, ton voyage de vélo en Europe, tu l'avais fait en camping. Ouais, camping sauvage, camping. Je me suis accordé quelques nuits en Airbnb, hôtel, mais c'était très, très rare. C'est ça. Et moi, je me suis dit, mais là, le camping plus faire 100 km par jour, physiquement, ça va être hyper dur. Et en plus, voilà, j'avais l'expérience du Portugal juste avant, où là, on avait eu un voyage de luxe, en fait, à dormir toutes les nuits dans un hôtel pour pouvoir aussi bien récupérer. Et donc là, je me disais, ouais, mais ça va être impossible à faire, c'est beaucoup trop, parce qu'au début, tu parlais de 1800 km le parcours. Ouais. On a réussi à le raccourcir un petit peu aussi pour pouvoir profiter de quelques jours de visite aussi à Tokyo et dans d'autres villes, on vous racontera par après. Donc voilà, au début, j'étais un petit peu inquiète par rapport au voyage, mais finalement, je me suis dit, pourquoi pas, tu sais, je veux dire, je pars avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien en vélo, en cyclotourisme, alors pourquoi pas me tenter cette aventure-là avec toi. Et donc, une fois qu'on a acheté les billets d'avion, on avait le parcours qui était prêt. Ouais. T'avais un peu aplani aussi le parcours. Parce qu'on avait quand même quelques cols à faire. Et puis, même moi, parce qu'en fait, on a quand même un vélo qui est lourd. Avec le matériel, il est encore plus lourd. Et je savais très bien que ta capacité d'affaires a été quand même réduite par rapport aux miennes. Fait que j'allais forcément prendre un petit peu de tes affaires, ne serait-ce que la nourriture, certainement plus d'eau, etc. Et faire des cols avec 30 kilos derrière... C'est drôle une fois, mais tous les jours, je voulais pas. Fait que j'ai tout fait pour pouvoir essayer d'aplatir. Et puis, je suis pas un grimpeur de toute façon. Fait que j'étais là pour la beauté du paysage, pas pour souffrir non plus. Fait que on a aplati un petit peu le décor là. On a aplati le décor et puis aussi on a raccourci, on a jusqu'à Osaka puis Kyoto. Ouais, c'est ça, parce que à la base j'avais prévu d'y aller jusqu'à Tokyo et puis en parlant avec toi, j'ai quand même modéré un petit peu les ardeurs du projet pour faire en sorte que ça soit un petit peu plus acceptable et un peu moins stressant finalement. Quoique quand t'es arrivé là-bas à un moment donné, tu fais mais ça s'arrête maintenant. Oui, c'était un peu le plan malheureusement, mais ouais, on s'arrête à Osaka et puis on commençait à voir comment est-ce qu'on pouvait prendre le train pour aller à Tokyo, ce qui nous permettait d'être plus rapide finalement, pour prendre plus de temps à Tokyo, mais aussi de vivre le train japonais, le Shinkansen, là, le bullet train, et que c'était aussi une expérience. Exact. Fait que là, on prend les billets Montréal, destination Séoul, et retour de Tokyo jusqu'à Montréal. Donc, on se laisse vraiment pas de chance. Il faut absolument arriver à Tokyo le 29 septembre. On partait le 9. On est arrivé le 10 septembre à Séoul. Donc, on avait vraiment, en fait, cette période de temps, peu importe par quel moyen on devait y arriver. Donc, tu sais, il y a un peu ce challenge-là aussi. Mais dans les préparatifs aussi du voyage, tu sais, je voulais parler un petit peu du choix de vélo, de l'équipement aussi qu'on a pris. Parce que moi, j'avais aucun équipement. Toi, tu en avais quand même déjà pas mal. Tu avais plusieurs sacoches. Moi, j'avais absolument aucune sacoche. Fait que là, on a cherché plusieurs commanditaires, en fait, pour promouvoir, en fait, ce type de voyage, ce mode de vie, on va dire aussi, parce que c'est quand même, d'une certaine manière, un peu plus écolo aussi de se balader à vélo. Bon, certes, on a pris l'avion pour aller jusque là-bas, mais bon, faut pas trop nous en demander. On part de Montréal, quand même. Donc, on a fait plusieurs recherches et Louis Garneau a décidé, en fait, de nous sponsoriser. Donc, j'ai eu plusieurs sacoches Louis Garneau que vous verrez, en fait, que vous avez certainement dû voir à travers les photos et vidéos sur Instagram. Donc, ça nous a vraiment aidé à transporter le matériel nécessaire. Et puis, vraiment, on a pris, le minimum de choses. Puis moi, c'était vraiment, comme je disais, la première fois que je prenais si peu d'affaires. Donc, à chaque fois, je demandais à Patrick, non, mais là, j'ai une crème pour le visage et une crème pour le corps, une crème solaire, tu sais. Et là, il me dit, non. Je pense que t'as pas compris comment on allait faire. Tu vas prendre une crème qui va tout faire en même temps. L'humain, il est capable de gérer ça. Et ouais, t'as réduit le poids parce que... Et puis, en fait, il y a le poids, mais il y a le volume aussi. C'était un peu les deux problèmes. Ouais, exact. Puis sur le moment, j'avais pas trop conscience de ça, mais une chance que tu m'as quand même guidée à travers ça, parce que sinon, en fait, tu prends beaucoup trop d'affaires qui te sont pas utiles. Mais là, je peux te dire que j'ai utilisé 100% des affaires que j'ai pris, toi aussi, d'ailleurs. Il y avait un truc... Non, je pense qu'il y a une chose que j'ai pas utilisée, mais il valait mieux l'avoir. C'était plus un truc pour réparer le vélo et tout ça. Mais, tu sais, j'avais ma brosse à dents. Ah oui, c'est vrai. Au départ, j'essaye de la mettre dans ma sacoche, là où il y a tous mes produits
beauté. C'est-à-dire le dentifrice. C'est-à-dire le dentifrice et un savon. Mais finalement, ça rentrait pas. Fait que je me suis dit, je vais pas prendre une sacoche encore plus grosse. Et fait que finalement, je l'ai scié en deux et j'en ai jeté une partie. Comme ça pouvait rentrer dedans. Voilà, donc on passe avec... astuces de baroudeur. Une mini brosse à dents. Voilà. Effectivement, donc on a eu plein de petites choses comme ça. On a pris, en termes de vêtements, il y avait une question qui avait été posée. Qu'est-ce qu'on a pris comme équipement, c'est comme vêtements pour le voyage? Moi, j'avais pris deux hauts de maillot de vélo. J'avais pris un bib, donc c'est un short avec des bretelles de vélo, et un short régulier de vélo, une tenue de ville, une tenue pour l'avion. Et on avait utilisé nos chaussures normales, en fait. J'avais mes chaussures de course, toi aussi. Ouais. On n'avait pas de pédale à clip. Non. Donc ça aussi, c'était un défi parce que quand tu es chargé, les clips, c'est quand même utile. Donc là, on était vraiment minimum. Ouais. J'avais même acheté des manchons pour les bras parce que j'avais peur d'avoir froid. Parce qu'en fait, à cette période, à fin août, il commençait à faire un peu froid à Montréal. Donc j'avais pris ça parce que voilà. Je me rappelle, je te le dis, en vrai, là-bas, il fait chaud. Ça fait des décennies qu'il fait chaud. On est fin d'été. Normalement, il va faire quand même entre 20 et 30 degrés. On arrive là-bas, mais quelle chaleur. Ah ouais, la chaleur, en fait. Le premier jour où on arrive, c'est vraiment chaleur humide et tropicale. Là, quand on débarque de l'avion là, le 10 septembre, il faisait vraiment, vraiment chaud. Alors que toi, à Montréal, tu avais fait ton triathlon le 8 septembre. La veille. Ouais, et la veille du départ, et il faisait super froid. Il faisait 6 degrés. J'avais froid comme j'avais jamais eu froid de ma vie en début septembre. Alors, il y a eu un choc vraiment climatique, carrément, pour pouvoir s'adapter là-bas. Et en fait, quand on est arrivé à Séoul, on est allé dans l'office du tourisme pour acheter un passeport. Et ça, en fait, c'est un passeport que j'avais découvert en faisant des recherches pour réserver des hôtels, voir si c'était OK pour avoir des vélos dans les hôtels. Et je suis tombée sur ce site-là, en fait, qui expliquait qu'on pouvait avoir un passeport coréen qui te permet, en fait, d'avoir tous les tracés à vélo, en fait, qu'il y a en Corée. Et à chaque ville-étape, à chaque parcours une étape du parcours, tu as des cabines téléphoniques qui ressemblent à des cabines un petit peu style londonienne. Et à l'intérieur, tu as un tampon pour pouvoir faire les tracés sur ton passeport. Et en fait, à la fin, quand tu termines un parcours complet, tu as droit à une médaille et un certificat. Puis on vous racontera par la suite qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Fait qu'on arrive à Séoul, on prend un taxi jusqu'à l'hôtel. On a bien sûr les vélos dans un carton qu'on a pris dans un magasin de vélos en partant de chez moi. On a démonté les vélos, on a tout mis dans la boîte en carton. Puis c'est vraiment une boîte en carton jetable. C'est les cartons, en fait. Les magasins de vélos, ils reçoivent les vélos dans une boîte. Ils doivent les jeter, mais on leur rend service en ne les jetant pas, en les récupérant. Et surtout, c'est obligatoire pour l'avion. Ou alors, on a des grosses valises, mais tu sais, c'est des valises qui sont spéciales vélo et c'est lourd. Et après, il faut que tu les transportes, fait que tu peux pas faire vraiment ça. Fait que le carton, c'était parfait. Mais il faut tout démonter, il faut tout remonter sur place, quoi. Exact. Donc, on arrive à l'hôtel, dans une petite chambre d'hôtel, parce qu'en fait, en Asie, quand même, tout est petit et hyper optimisé en termes d'espace. On a quand même eu la place d'avoir les deux cartons et de pouvoir en fait, défaire les cartons et remonter les vélos pour se préparer, en fait, au lendemain matin. Et quand on part de Montréal, la seule nuit d'hôtel qu'on avait réservée, c'était notre première soirée à Séoul. C'est la seule nuit d'hôtel qu'on avait réservée. Donc, pour moi, quand même planifier d'avance, savoir quel parcours exactement on va faire, et bien que nenni. Il n'y avait que cette nuit-là, en fait, qui était réservée. Puis après, au fur et à mesure du chemin, on se disait, on va faire à peu près 85 km aujourd'hui. Donc, où est la prochaine ville-étape dans laquelle on a un hôtel qui est disponible, qu'on peut réserver en ligne aussi? Ouais, c'est ce que je te disais. En fait, au départ, c'est difficile de planifier 3-4 jours à l'avance parce que en fait, il suffit que tu aies un pépin ou que tu as un coup de cœur quelque part et tu veux rester un peu plus longtemps, tu sois juste fatigué, que tu aies un pépin mécanique ou tu as juste envie de faire autre chose en fait sur le chemin parce que tout peut moduler, ou des fois tu as juste envie de faire 50 km parce que tu n'as pas envie d'aller faire plus loin, ou tu as des collines, bref, tu as tout plein de trucs. Tu peux pas prévoir, fait que c'est trop dangereux. Vaut mieux que tu prévois la veille au soir pour le lendemain soir ou le jour même, le matin pour le soir. Et en gros, on avait quand même un itinéraire qui nous donnait le tracé, qui nous donnait une vision globale du projet. Mais c'était moi, le midi, je te disais, est-ce que tu es encore capable de pédaler 50-60 aujourd'hui? Parce qu'on a des hôtels à peu près dans ces gammes de prix, à peu près dans cette qualité aussi de service qui peuvent nous attendre à 65 km. Puis là, tu me disais, en vrai, Pat, il fait chaud aujourd'hui, oublie ça. Ou alors, non, en vrai, on est capable, on va pousser. Ouais, exact. Et tu me demandais à chaque fois, je me rappelle, pas au début parce que tu n'avais pas compris le truc, mais est-ce qu'il y a des montées sur le chemin dans les derniers kilomètres? Parce qu'on s'est fait avoir 2-3 fois quand même. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, parce que des fois, tu dis, allez, on fait 10 bornes de plus. Ouais.
Mais c'est 10 bornes avec je sais pas combien de dénivelé. Ah, c'est avec 500 dénivelés, c'est les 10 km les plus longs du monde. Et en fait, tu es obligé de les passer parce que de toute façon, que tu les fasses le soir ou le lendemain, tu peux pas faire autrement. Mais c'est surtout une fois que tu es engagé et que tu sais que ton hôtel il est dans 15 km et qu'il y en a de toute façon pas derrière toi, soit tu fais un vrai demi-tour et tu fais encore 10 km de retour et puis tu te les refais le lendemain, donc c'est un peu dommage. Non, les demi-tours, on a évité. Volontairement, te dire je repars en arrière pour le lendemain retourner en avant. Donc, ça, on l'a pas fait. C'est ça. Ça, c'est dur. Hein. Ne faites pas de demi-tour. C'est trop dur. Des détours, ça arrive. Oui. Puis ça nous est arrivé une journée où on faisait justement 130 km. Ouais. Celle-ci, je pense que c'était la 4e journée à Séoul. En Corée, tu veux dire? Oui, en Corée, pardon. 4e journée en Corée. Et là, je me rappellerai toujours, il commençait à faire nuit, donc on avait installé les lumières sur le vélo, puis on voulait pas trop rouler de nuit parce que tu sais, rouler de nuit c'est un petit peu plus dangereux, tu sais, la visibilité est réduite autant pour les voitures que pour nous. On voit pas les trous par terre, fait que ça devient quand même vraiment pas cool. C'est ça, donc on voulait vraiment limiter ça, mais une journée, on voulait vraiment aller plus loin pour pouvoir terminer. En fait, on s'était dit on veut traverser la Corée du Sud en 6 jours. Et en fait, pour ce faire, il fallait quand même pédaler dans la journée et avancer, quoi. Et donc il y a des jours où on était à un peu moins de 5 km, donc après il fallait rattraper en roulant plus. Et cette journée-là, on a roulé 130 km. Donc la tombée de la nuit arrive, on met les lumières sur le vélo et puis là on prend une route. Le GPS, je me rappelle qu'il indiquait comme une voie sombre sans lumière, c'était fou, vallonneux au bord de c'était comme une espèce de falaise. C'est une bord de falaise, il y avait de l'eau d'un côté et puis la montagne de l'autre. Et puis je me rappelle, je te regarde, j'ai comme une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il y a plusieurs chemins possibles, mais la mauvaise, c'est que tu sais, c'est comme dans un dessin animé pour les enfants, là où il y a la forêt qui est noire et puis tu sais qu'il y a une sorcière quelque part. C'est là où le GPS il nous emmenait. Je suis pas sûr. Je me rappelle que tu m'as demandé, tu préfères aller à droite ou aller à gauche? Et moi, je vois ce chemin sombre et obscur qui est plus court, mais avec plus de dénivelé et pas de lumière, où on prenait la route avec les voitures. Mais qui était de l'inconnu pour le coup. On savait pas si ça montait fort ou pas. Je connaissais rien du tout. C'est vrai, mais à choisir, on a choisi cette voie-là parce qu'elle était éclairée et au moins on voyait où est-ce qu'on roulait. Et finalement, c'est dans celle-là où j'ai failli me faire écraser. Ouais, c'est vrai. La seule fois du voyage où ça a été extrêmement dangereux, c'est justement, c'est la fatigue finalement. Ouais. On est en montée, on arrive dans les tunnels, il est tard, il est quoi déjà 20h, 21h, un truc dans le genre. La nuit est franchement tombée. Puis j'ai mon vélo qui dérape sur une petite margelle. C'est comme si je faisais du skateboard sur une rampe. Et finalement, je commence à me rattraper avec les pieds. Mais en fait, j'ai des voitures derrière qui sont à quelques mètres de m'écraser. Ouais. Finalement, elles débordent et puis elles comprennent pas qu'est-ce qu'on fait ici. Fait qu'elles s'arrêtent un peu plus loin et puis elles nous donnent à manger, à boire. C'est vrai, l'accueil coréen était magnifique à ce moment-là. Une fois qu'on est sorti de ce tunnel... Puis moi, j'étais en avant, hein. Donc, tu étais 100 mètres devant. Parce que là, c'était en plus en descente. En descente, c'est ça. Puis moi, j'avais juste ma lumière de vélo qui éclairait la route. Ouais. Et il y avait quelques lumières sur le chemin qui éclairaient la route. Mais ça faisait vraiment une sensation très étrange. Tu sais, comme un tunnel tout noir. Mais là, on était dehors. On était en dehors du tunnel qui était donc sans lumière. Et juste ma lumière à moi. Et tu sais, t'essayes de fixer un point à l'horizon, tu vois, pour garder la route droite. Et c'est vrai que quand on est arrivé au bout de la route, il y avait un croisement. Donc, on s'attendait toujours dans les croisements. Et là, après, le monsieur s'est arrêté, il s'est excusé auprès de toi et il nous a donné des boissons. C'était du café latte. Tu détestes ça. J'étais tellement fatigué. Je suis cool, quelque chose qui va être bon à manger, à boire. C'est des biscuits salés, pas bons. C'est des trucs où t'as je sais pas quel fromage pas bon non plus. Et c'est pareil, le lait, je peux pas le boire. Du café au lait, moi je l'ai bu cul sec. Moi j'avais besoin d'énergie, j'ai tout bu. Moi tu me donnes n'importe quoi, je prenais. Mais si on revient un petit peu au début du voyage, donc les premiers kilomètres, comment toi tu les as vécus? Tu sais, quand on sort de cet hôtel-là, on démarre la première journée avec nos drapeaux sur les vélos. En vrai, j'étais content parce que tu sais, c'était comme ça me faisait rappeler mes souvenirs de l'année dernière. Je savais que ça allait être différent, mais en vrai, je sentais que l'aventure commençait. Je savais aussi que il fallait sortir des grandes villes pour commencer à s'amuser vraiment. Et ça, on a mis quand même un petit peu de temps à vraiment le vivre, tu sais, de plus voir les voitures, de plus voir les grands bâtiments coréens. La première journée, c'était que de la ville. Hein. C'était fou. Et puis, tu sais, c'est comme une ambiance un peu particulière. Heureusement, c'est des pistes cyclables. Tu sais, on passait sous des tunnels, des ponts, etc. C'était cool, mais c'est pas ça que je voulais voir encore. Fait que, tu sais,
c'est comme si j'étais super content, mais en même temps encore sur ma faim et il fallait que je prenne mon mal à patience. Et puis j'étais content aussi de voir que tu étais capable. Je l'ai vu dès que t'es monté sur ton destrier, ton cheval de métal. En fait, tu étais déjà ultra à l'aise. Le vélo, je le savais, mais dans l'aventure elle-même, t'avais pas de... ça m'a rassuré en fait. Ouais. Là, cette première journée, moi, j'étais trop contente de partir. Ouais. J'étais trop contente de pouvoir enfin monter sur mon vélo. Mentalement, j'étais prête là. Genre, je savais, tu sais, que j'allais rouler plusieurs kilomètres par jour. Je savais que ça allait être dur, qu'il allait y avoir des moments fun, des moments moins fun. Donc, j'étais prête là. J'étais sur mon vélo là. Moi, tout ce que je voulais, c'était rouler là. Cette première journée là, Et c'est la première fois qu'on roulait chargé. Oui. Vraiment chargé les deux en même temps. On avait fait un petit test. Ouais, mais pas chargé à ce point-là. Toi, t'étais chargé. Enfin, t'étais rempli, mais t'étais pas chargé. Ouais. Et que moi, j'avais pas mes sacoches. C'est vrai. Donc là, pour le coup, on avait vraiment toute l'installation parfaite. Et puis, il a fallu l'adapter dès la première journée. Tes drapeaux, on les a enlevés parce que ça a commencé à craquer. Ouais. On a pu réajuster un petit peu. Je les ai quand même gardés quelques jours, les drapeaux. Mais c'est juste que sur le sac à l'arrière, en fait, moi, j'avais une sacoche de guidon et une sacoche de selle, en fait, qui est sous la selle. Et la sacoche qui est sous la selle, en fait, j'arrivais pas à accrocher comme il faut les petits bâtonnets de drapeaux. Ouais. Donc, en fait, ils étaient un peu allongés. Alors que toi, sur ton vélo, vu que tu avais un porte-bagages, ils étaient vraiment bien droits. Et donc, ça, ils volaient au vent et tout, c'était trop bien. Et souvent, quand on croisait des gens, ils étaient comme « Oh, Canada !» C'était génial. L'autre, il savait pas trop, là, le drapeau français. On avait mis un drapeau français, un drapeau canadien. Ils reconnaissaient souvent, en tout cas en Corée, le drapeau canadien. Fait que moi, je me rappelle aussi du premier petit-déj qu'on a mangé. Là, c'était une espèce de brioche, pas brioche. Ah oui. Ouais, on a fait aussi des tests culinaires, effectivement. Ouais. Pendant ce voyage, il y a eu des échecs, il y a eu des réussites, mais il y a eu des sacrés échecs aussi. Hein. Ouais. Parce que, en fait, ce qui est important aussi à vélo, vu que tu te dépenses énormément en termes de calories, tu es obligé de manger régulièrement et fréquemment plusieurs calories et des trucs sucrés, tu vois, pour on va dire, te redonner un petit boost d'énergie au fur et à mesure du chemin. Donc là, moi, le matin, tu sais, pareil, encore une fois, dans mon voyage au Portugal, on avait un déjeuner de restaurant, donc c'était facile. On est allé dans l'hôtel, on avait de quoi manger, tu sais, un œuf, on avait un gruau ou tu sais, du yaourt ou des choses comme ça. Mais là, on arrive en Corée, on a pris quelques petites collations avec nous, mais pour pas trop se charger, on s'était dit qu'on allait aussi en manger sur place. Ouais. Donc là, le premier déjeuner qu'on fait, c'est pas le déjeuner idéal auquel je m'attendais non plus. Que moi, j'étais prêt en fait. Moi, j'étais pas trop prête à ça. Je me suis dit, bon, mais tant pis, on mangera mieux plus tard. Puis en fait, non, pas vraiment. En fait, non, pas vraiment. On a juste bien mangé le soir, mais en fait, ce que je te disais, c'est que tu peux plus faire des gros repas. Non. Tu manges en continu. Maintenant, la première journée, on a quand même eu du mal à trouver des combini et compagnie, donc les petits supermarchés. Mais une fois qu'on a trouvé notre style, ça allait plus vite. Ouais. L'autre truc, c'est comme toi, tu étais déjà rempli en termes de volume, j'avais quand même pas un espace illimité non plus. Non, c'est ça. Tu sais, j'aurais aimé pouvoir avoir beaucoup plus d'affaires et pouvoir t'en donner une partie, mais c'était compliqué. Et avec la chaleur, en fait, la moitié des choses brûlaient au soleil, quoi. C'est vrai. C'était le cagnard dans mes sacs. On pouvait pas prendre de trucs à base de chocolat parce que sinon ça a fondé. Ouais. Donc on faisait attention à ça. Tout ce qui est laitier, en vrai, c'était quand même un danger de garder ça 24 heures dans ton sac. Là, non, ça allait brûler. On n'en achetait pas, mais quand on nous en donnait, on les buvait directement, quoi, pour éviter justement que ça tourne. Mais ouais, première journée à vélo aussi, c'est la première journée où on se rend compte vraiment de la chaleur, parce que c'est pas pareil que de sentir la chaleur, genre tu marches dans la rue, il fait chaud et humide, tu vas dans un magasin climatisé, ça va mieux, mais là t'es à vélo, on part le matin et il est 8h, 8h30, on roule toute la journée jusqu'au soir, jusqu'à 15h, 16h, un truc comme ça, plus on fait des pauses, etc. Mais cette première journée, puis on remarquait en fait les Coréens, parce que en Corée, c'est vraiment le pays du cyclisme, et il y avait vraiment beaucoup de Coréens en fait qui roulaient sur les pistes cyclables avec nous, et en fait on les voyait, ils étaient habillés tout en noir. Mais vraiment tout en noir, genre des mains jusqu'aux pieds, à la gorge, on voyait pas un centimètre carré de leur peau. Non, c'est ça, parce qu'ils avaient vraiment genre un casque, mais ils avaient un cache-cou, ils avaient un cache-nuque aussi, ils avaient des lunettes, des gants, des leggings, manches longues, et on était là, on rigolait bien. On rigolait bien. C'est taré, il fait 37-38 degrés, 99% d'humidité, et vous mettez encore du noir, et sur tout le corps, mais vous êtes fous. Donc au début, on rigolait. Jusqu'au moment où moi j'ai arrêté de rigoler, parce qu'en fait j'ai fait une réaction allergique au soleil. J'avais jamais eu ça de ma vie, pourtant je suis allée dans des pays tropicaux aussi, je suis allée à Cuba plusieurs fois en plein été, etc. Mais j'avais jamais fait d'effort physique comme ça en plein cagnard, et en fait j'ai eu des plaques qui ont commencé à apparaître en fait sur les mollets.
et la peau qui gonfle, tu sais, qui devient rouge, qui gratte, etc. Donc ça, c'était assez dérangeant. Et je crois que c'était au bout du 3e jour, parce que le 2e jour, il a plu toute la journée. Il a plu, mais une pluie. En fait, j'étais content cette 2e journée. Alors, il a plu à tel point on pédalait, les pédales rentraient dans l'eau à certains endroits, c'était de la folie. Mais ça me faisait rire. Alors déjà, c'était de l'eau chaude. Oui. Ça, c'est quand même plutôt sympa par rapport à ce que j'ai déjà vécu. Mais j'étais content pour que tu le vives. Oui. Parce que je voulais pas que tu souffres, hein, bien sûr, mais au moins, tu étais tout de suite dans la vraie difficulté du cyclotourisme. Sûr, ouais. Là, on n'a pas triché. Tu as vécu des événements de météorologie qui étaient quand même pas drôles. Ouais. Mais en même temps, moi, j'adore la pluie. J'adore la pluie à vélo aussi. C'est assez bizarre. Voilà, au bout de 100 km, c'était pénible. Mais en fait, les premiers kilomètres, j'étais vraiment trop contente. Tu sais, ça amène un petit charme en plus. Tu vois, la pluie, c'est vraiment un petit romantisme et tout. Et là, ça te coule sur le visage, sur les lunettes. Non, en vrai, il y a quelque chose de sympa. Moi, j'avais acheté, tu te rappelles, une veste chez Decathlon jaune fluo avec une capuche et une mini casquette, tu sais. Vrai, toi, une t'avais mini ça. visière. Moi, j'avais ça. Toi, t'avais pas de capuche, t'avais rien. Hein. Ouais, non, parce que du coup, j'avais l'eau qui est rentrée dans la nuque et puis en fait, finalement, tout était mouillé avec la pluie qui tombait. En fait, ça servait à rien, ce manteau. Ouais, donc un manteau de pluie avec capuche, c'est quand même utile. Et donc, c'est ça, au bout du 3e jour, j'ai mis mon legging par-dessus mon short de vélo, en fait, parce que je supportais plus du tout. En fait, dès qu'il y avait du soleil sur ma peau, ça me brûlait, quoi. Ouais. Donc, j'ai dû mettre ce legging. Donc, finalement, au début du voyage, on rigolait des Coréens qui étaient habillés tout en noir. Et à la fin du voyage, c'était moi qui étais habillée tout en noir. Mais honnêtement, ça m'aidait à contrôler, on va dire, la situation pour éviter que ça s'étende trop partout. Donc, ça m'a vraiment aidé. Puis, les journées nuageuses, on en a eu quelques-unes aussi. Ouais. Et ça, c'était vraiment apprécié parce qu'il y avait des longues routes assez plates, mais sans arbres. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles de ça, là. En fait, ça m'a fait penser à des moments, c'est tout droit, il se passe pas grand-chose, et en vrai, c'est même pas si intéressant que ça visuellement. Tu sais, en vélo, t'as juste envie d'aller le plus vite possible parce que c'est pas... Voilà. Et il y a pas d'ombre. Et ça m'a vraiment fait penser à c'est la route Ro-Vélo 6 ou 8. C'est en quand tu longes le Danube, mais au niveau de la Hongrie, à cet endroit-là, il y a un 500-600 km tout droit. Juste pas drôle. Il n'y a pas d'arbre, rien du tout, sauf que pareil, il fait extrêmement chaud, tu es en train de mourir, le bitume, tu peux mettre un œuf par terre et puis ça cuit tout de suite. Ouais. Là, c'était la même sensation que j'ai eue, et puis je me suis dit, j'espère que ça va pas durer longtemps parce que c'est vraiment pas drôle. Ouais. Et je voulais pas non plus que toi, tu vives, surtout en démarrage de voyage, des expériences quand même moins passionnante et qui t'aurait peut-être donné un peu moins envie de continuer. Mais ça, après, tu peux rien. Tu vois, quand tu pars à l'aventure comme ça, la météo, en fait, c'est vraiment un élément que tu contrôles pas du tout. Ouais. Et il faut être prêt un peu à chaque situation. Donc, que ce gros soleil, l'humidité, météo venteuse aussi, ça rajoute... Le vent contre, on en a eu un peu, mais pas tant, en vrai. Ouais, je suis assez content. Ça a été plutôt pas mal de ce côté-là. Et ouais, vraiment, de pouvoir s'adapter à différents environnements comme ça, ça fait partie, mine de rien, de l'aventure. Et cette journée de pluie-là, moi, je me rappelle qu'à la fin de la journée, tu commences au bout... Je pense qu'on avait fait 105 km ou 106 km cette journée-là. À la fin de la journée, là, tu commences à en avoir ras-le-bol un petit peu de cette pluie comme ça qui puis c'est une pluie, constante. Oui. Tu sais, c'est un rideau de pluie tout le temps. Après, parfois, tu as une petite éclaircie, mais ça revient. Et comme tu disais tout à l'heure, des fois, on pédalait. Et en fait, il y avait tellement d'eau accumulée par terre qu'en fait, le pied, quand il arrivait en bas, il était dans l'eau, quoi. Ouais. Donc, en fait, on avait les pieds trempés. Ah ouais, c'était même plus trempé en fait. On était trempés jusqu'aux os. Et je me rappelle, on s'est arrêté sous un petit abri à vélo. Ouais. Il y avait un autre cycliste qui était là parce qu'en fait, on était juste à côté d'une cabine téléphonique pour aller faire l'étampe. J'ai pris moi les 2 passeports, je suis allée faire les 2 étampes pendant que toi tu regardais le reste de la route qui restait à faire. Et puis, je crois qu'il restait plus grand chose à faire, mais on n'avait qu'une hâte. Tu sais, c'était de rentrer en fait à l'hôtel qu'on avait réservé. Se sécher. Ouais, se sécher, juste être. Prendre une douche. Ouais. Parce que, étrangement, on voulait encore se mouiller. Et après, se sécher, être sec, c'est juste très réconfortant dans ces moments-là. Non, c'est clair. Et en fait, pendant... tu sais, j'aimerais t'entendre aussi là-dessus après, là, mais pendant, tu sais, qu'il pleuvait vraiment fort et que, tu sais, c'était dur et qu'il fallait avancer, qu'il fallait pédaler, moi, mentalement... je me mettais ailleurs. Je me rappelais un moment où, juste avant de partir, je m'étais comme allongée sur le canapé sous un duvet, là, un plaid, avec la sensation de chaleur sur mes pieds. Et dans ma tête, j'étais là.
En fait, pendant que je pédalais, juste pour, tu sais, comme couper un peu les sensations, puis tu sais, te focusser sur quelque chose de positif et d'agréable, parce que ce que tu es en train de vivre, c'est complètement l'inverse. Et ça, honnêtement, ça m'a vachement aidé à avancer et à aller jusqu'à l'hôtel qu'on avait réservé. Tu sais, moi, en vrai, l'année dernière, quand je l'ai fait, ce moment-là, ça a duré 5 jours de pluie. Et puis, c'était pareil, c'était torrentiel, c'était dans le nord de la Croatie. Par contre, j'étais tout seul. Et c'était de la pluie froide. Et en vrai, c'était pas drôle. J'étais mouillé la journée. Le soir, ma tente était mouillée parce qu'en plus, j'étais en tente. Mon matelas était mouillé, tout était duvet, tout. Et puis, le lendemain matin, je me remettais sur le vélo, mais tout était mouillé, même mes chaussures. Et ça repleuvait. Et en fait, j'ai fait ça pendant 5 jours. Ça m'a tué le moral. Là... Cette fois-là, ça m'a fait rire parce que déjà, l'eau, elle était chaude. Ensuite, j'étais plus tout seul. Fait que ça a aidé beaucoup et je savais que le soir, j'allais pas dormir en tente. Fait qu'en vrai, il y a même des moments où je rigolais, mais c'est rien du tout. Ça va bien se passer. Par contre, à côté de ça, j'avais peur que toi, ça te tue moralement. Moi, j'étais bien. À la fin, je sais ça draine beaucoup d'énergie. L'énergie, je l'avais encore, mais je savais pas, toi, où est-ce que tu sais, je connais pas tes limites. Tu les connaissais pas non plus, les tiennes. Exact. Mais j'avais plus peur que toi, ça te plombe un peu le moral ou quoi que ce soit. Que c'est là où on partait sur les repas chauds, sympas, si on pouvait, autant qu'on pouvait, parce que la restauration, c'était quelque chose quand même. Oui, c'était pas forcément évident parce qu'en plus, en Corée, ils mangent tôt. Ils mangent vers 18h, en fait, comme au Québec, quoi. Mais sauf que quand tu es à vélo et des fois, tu sais, tu t'arrêtes, tu prends une pause de 2 heures à midi ou tu t'arrêtes un petit peu pour te dégourdir les jambes et pouvoir continuer justement le reste de ta journée. T'arrives tard, en fait, le temps de faire le check-in à l'hôtel, de poser le vélo, de prendre une douche, de ressortir. Souvent, il était 19h30, 20h. Donc, on arrivait, en fait, c'était souvent la fermeture ou la majorité des restaurants étaient fermés. Puis justement, cette journée de pluie en Corée, on a, à la fin de la journée, on avait, je crois, un resto qui était ouvert. Donc, il fallait... on n'avait pas vraiment le choix. Puis là, on rentre dans cette petite boutique. Puis, que ce soit en Corée ou au Japon, j'ai trouvé que c'était assez similaire. Mais c'est vraiment des petits restaurants familiaux que tu vas avoir. Donc là, on rentre dans le restaurant. Il y a une petite madame avec, je pense, c'était son mari, sa fille. Tu sais, on avait vraiment l'impression de rentrer 4 chez tables, eux. Elles sont toutes vides, mais c'est des petites tables. Fait que tu sais que de toute façon, il n'y aura jamais 50 personnes là-dedans. C'est pas possible. Non, c'est ça. Fait que là, je me dis, ah oui, super, je vais manger une soupe bien chaude qui va me réconforter, ça va me faire du bien après cette bonne journée de pluie qu'on a bravée. On arrive, on commande la soupe. Et en fait, en Corée, ce qui se passe, c'est que tu commandes ton plat principal, mais il t'amène tout le temps plein d'à côté que tu n'as pas forcément commandé, mais qui viennent en fait avec ton plat. Et donc là, ma soupe, elle arrive. Je mange ma soupe et tout, bon voilà, elle est plutôt pas mal. Et je goûte un des à côté, en fait, que la grand-mère m'apporte. Mais tu sais, elle m'apporte ça dans un espèce de plat vraiment mignon, tu sais, vraiment beau, et ça fume et tout. Et là, je me dis, oh, ça a l'air trop bon. Ça sent le plat de réconfort. Voilà, là, tu te dis, là, ça va être sympa, ça va bien, ça va me faire du bien. Et là, elle me dit de touiller et de le manger avec une espèce de feuille. Tu sais, ça ressemble à une feuille de salade, mais c'est autre chose. Donc là, je me fais un petit paquet, j'emballe le truc dans la salade et là, je le gobe d'un coup. Et en fait, Patrick est assis à côté de moi à ce moment-là, donc il me voit pas, on n'est pas en face. Par contre, je sais pas pourquoi on s'est assis comme ça, mais on donnait spectacle en fait aux Coréens qui étaient dans le restaurant en fait, parce qu'ils étaient vraiment de l'autre côté face à nous. Moi, je goûte ça et là, je commence à avoir une chaleur dans la bouche, mais un truc de malade. En fait, ça m'anesthésie complètement. Je ne goûtais absolument plus rien d'autre. Je commence à avoir chaud, des larmes et tout qui coulaient sur le côté. Et là, je sais que Patrick, toi, tu manges un peu plus épicé. Ouais, je suis beaucoup plus tolérant que toi, je pense. Et là, je dis, mais goûte pour voir, tu sais, est-ce que moi, je suis vraiment ultra sensible ou est-ce que ce truc est vraiment ultra épicé, quoi. Ouais, j'en prends un tout petit peu et puis là, bam, ça m'anesthésie d'un seul coup, finalement. Et là, tu me demandes, c'est quoi qui est pas épicé, tu sais, j'aimerais quand même manger un peu ce soir, ça serait bien. Ouais. Et puis là, je te regarde, je fais, en fait, je sais pas parce que j'ai tellement la bouche en feu on sentait que plus je sais rien. même plus qu'est-ce qui est épicé, pas épicé. On sentait plus rien. Prends juste pas tout ce qui ressemble à du rouge, mais en vrai, pas mal tout était rouge sur la table. Même les feuilles de salade de choux, de je sais pas quoi, c'était dans du truc rouge. Ouais, kimchi, ouais. Non, c'était pas simple. Non, c'est vrai que c'était pas... Puis là, je me suis retrouvé en mode, attends, est-ce qu'on est dans une culture, parce que c'était dans nos premiers jours, est-ce que si on laisse une partie des trucs, ils vont prendre ça mal, pas mal, fait que je me forçais à manger. Après, j'ai très bien dormi ce soir-là. Mais ouais, non, toi, t'avais pas tant mangé ce jour-là. Ah non, ouais, j'avais pas beaucoup mangé parce que forcément, là, j'arrivais plus
à rien manger. Fait qu'après, on continue le voyage en Corée. On arrive en fait à destination. Au bout de 6 jours, on arrive à accomplir notre objectif. On arrive à Busan, à la ligne d'arrivée. Puis en fait, en Corée, c'est vraiment chouette parce que c'est vraiment, comme je disais, un pays de cyclistes où en fait, il y a énormément de parcours cyclistes avec des pistes cyclables. Et en fait, c'est le gouvernement qui propose ces pistes-là. On arrive, on fait la dernière étape à la ligne d'arrivée. On prend des photos à la ligne d'arrivée. Et normalement, en fait, tu as le droit à un certificat et même à une médaille. Et en fait, on arrive devant le centre, il y a d'autres Coréens qui sont là, aussi d'autres gens qu'on avait croisés pendant le voyage. Des étrangers comme nous. Ouais, exact. Il y avait une fille qui venait d'Allemagne. Il y avait une Allemande, 2 Anglais, des Anglais. Et des Polonais. Des Polonais, enfin voilà, plusieurs personnes qu'on avait croisées, même des gens d'Amsterdam aussi. C'est possible, ouais. Quand on avait fait la grande montée, là. C'est vrai, oui. On arrivait en haut d'un mont, puis on avait croisé des gens d'une 50aine d'années avec beaucoup plus de chargement que nous, et ils faisaient le même parcours que nous. Enfin, c'était vraiment assez impressionnant. Enfin bref, on arrive à la ligne d'arrivée avec quelques personnes qu'on a croisées pendant le chemin. Et quand on arrive, en fait, on voit que le centre pour la médaille est fermé. Parce que c'était jour férié. Un jour férié, mais pas n'importe quel jour férié. C'est de la moisson de je sais pas quoi, et c'était férié pendant 3 jours. Ouais. Fait que c'était fermé le jour même, mais le lendemain aussi. Oui, parce que le lendemain, on est resté à Busan et on partait que le surlendemain, en fait. Ouais, le lendemain soir, en fait, finalement. Ouais, c'est ça. Mais et on a pris... c'est ça, c'était fermé. Donc finalement, on a le passeport, mais on n'a pas la médaille. Voilà. Bon, et sur Internet, on ne peut pas la demander non plus parce qu'il faut être coréen pour pouvoir se la faire envoyer en international, ce qui est extrêmement logique, finalement. Et puis après, finalement, on prend un bateau. En fait, un bateau de nuit qui nous amène de Busan jusqu'à Fukuoka. Normalement, on aurait voulu aller 80 km plus haut en bateau, sauf que le bateau qui devait nous amener là, en fait, il avait été... je pense qu'il était plein ou qu'il y avait quelque chose comme ça. Donc nous, on a pris un bateau direction Fukuoka, un bateau de nuit. Et moi, je pensais qu'on allait dormir, tu sais, sur des fauteuils, tu sais, genre comme dans un bus, quoi, tu vois. Et en fait, non, on avait... En vrai, déjà, les prix étaient chers. Fait que je suis bon, mais c'est peut-être la norme au Japon. On ne connaît pas encore les prix japonais. Puis, mais là, c'était en Corée. La dame, partait de la Corée. mais tu sais, la compagnie, peut-être qu'elle est japonaise. Je sais pas trop, en vrai. Et là, finalement, il y a la dame qui me dit, ouais, il n'y a plus de place, vous allez devoir prendre première classe. Et là, je te regarde, je fais... Ouais, t'as vu les prix, c'est quand même démentiel. Première classe, pour dormir sur un siège, ok, on va peut-être pouvoir se pencher un peu, mais on va pas dormir pendant 8 heures. Ouais. Ça va être quand même assez frustrant de payer cette somme-là pour 3 fois rien. Et elle nous fait, ah non, mais vous allez avoir votre chambre privée. Ouais. J'ai pardon. On fait, oui, avec des petits lits, il y avait même une télé dans la chambre. Ouais, c'est vrai. Là, j'avais l'impression d'être dans le Titanic. C'est ça. Et en fait, on avait un lit superposé. Enfin, c'était quand même une petite chambre avec, il y avait un lavabo et tout ça. Et on a pu faire la traversée de nuit. Donc, on arrive à Fukuoka le matin, on prend les vélos et là, on avance un petit peu. Et là, on se dit, OK, mais vu qu'on a 80 km de retard, ça va être un petit peu compliqué. Fait que là, à ce moment-là, on décide de prendre un train. Sauf que ce qu'il faut savoir au Japon pour prendre le train, c'est que tu as besoin d'un espèce de sac en tissu, ça on dirait un petit tissu, style tissu plastique là, de tente un peu là. Ouais, de tente, ouais. Un tissu comme ça. Et en fait, on arrive à Fukuoka et là, il est quoi, je pense 8h du matin. Les magasins de vélo, ils ouvrent qu'à 10h. Quand on avait regardé des vidéos sur YouTube, ils disaient que oui, tu pouvais acheter ce genre de sac dans n'importe quelle gare au Japon. Eh bien, c'est faux. Parce que dans la gare, ils nous ont dit le vélo, non seulement il est interdit, et en plus, tu dégages de là, on n'a pas de sac pour toi. On est comme, oh, bienvenue au Japon. Super expérience. Donc là, en fait, on regarde sur Internet où sont les magasins de vélo les plus proches. Et je crois qu'on a dû faire 2 ou 3 magasins de vélo pour trouver quelque chose d'à peu près correct. Parce que le premier magasin qu'on trouve, c'était genre $100 à peu près. $100 canadiens, tu sais, quand on faisait la conversion pour un sac. Et il n'en avait même pas 2. Et il en avait juste un. Alors on était comme, non. Donc on en trouve un autre dans une autre boutique. Et puis... là, finalement, on réussit à emballer les vélos, mais c'est une galère sans nom, ce truc-là, quand même, parce qu'il faut enlever les 2 roues. Ouais. Il faut mettre... faut que j'enlève mon support à vélo, parce qu'il ne rentre pas non plus. Ouais, c'est vrai. Il faut enlever les sacoches. Il faut enlever les sacoches, il faut enlever... En fait, tout ce qui peut être chiant. Puis, à partir de là, il faut que tu rajoutes une genre de protège. En fait, c'est un U en acier que tu mets sur ton cadre arrière, au niveau de la roue, finalement, sur ton pignon. À la place de la roue, ouais. Et c'est censé être l'endroit où tu peux le poser pour éviter que ça détruise ton dérailleur, ce qui est quand même plutôt bien vu. Sauf que toi, t'en avais un trop petit, fait que ton dérailleur, il a ramassé. Et en vrai, c'était juste du poids en plus. J'ai jamais compris à quoi ça servait, tout ce truc-là. Et il fallait tout mettre après dans le sac.
Ouais, c'est vrai. Et après, le sac, il fallait le porter à l'épaule parce qu'en fait, c'était interdit aussi de défaire le vélo à l'extérieur, en fait, dans la gare en tant que telle. Mais même, tu sais, c'était ouvert, quoi, tu sais. Ouais. On pouvait pas être dans la gare, fallait vraiment être à l'extérieur pour monter le vélo. Et après, il fallait porter le vélo à l'épaule jusqu'au quai. Et c'est là où, en fait, toi, tu t'es fait mal au dos parce qu'on a fait on a pris plusieurs trains, en fait, au Japon. Train, métro, en fait, on est obligé de le faire pour absolument tout. Exact. À chaque fois, il fallait le remballer et honnêtement, c'est hyper lourd à porter. Et je le dis souvent à la blague là, mais au Japon, c'est vraiment un pays que je recommande pas du tout pour le vélo parce que au Japon, je trouve que c'est vraiment le vélo, c'est vraiment en bas de la chaîne alimentaire, quoi. C'est les gens peuvent te rouler dessus, ils vont le faire. Il y a aucun code de la route pour le vélo. Les gens portent pas de casque quand ils sont à vélo. Puis en ville, tu sais, c'est des espèces de Bixi avec un panier en avant. Tu sais, vraiment comme dans les mangas là. C'est vraiment ce genre de vélo là. Puis tu sais, ça roule dans tous les sens. Je trouve que c'est pas du tout ordonné. Enfin, ça m'a vraiment surpris, toi aussi, je pense. En fait, je m'attendais pas à tant. Le Japon m'a surpris pour beaucoup de choses. Et le vélo, en fait, ils ont soit effectivement les vélos de public, ou alors ils ont leur vélo à eux. Et ceux-là, ils les prennent aussi dans les transports en commun comme nous. Sauf que c'est des petits vélos, tu sais, citadins qui peuvent se plier. Et en fait, ça se met dans un sac à main, en fait. Et nous, nos gros vélos, ils sont pas faits pour ça. Non, et c'est là où on a eu l'erreur. Et puis, attends, il fallait porter le vélo, mais il fallait porter aussi les sacoches. Ouais, c'est ça. Et qu'en fait, tu as 10-15 kilos de vélo, plus 25 kilos de sacoche. Et puis tout ça, il faut que tu passes les portiques de sécurité, marcher sur les quais, redescendre, remonter. Des fois, on trouve pas les ascenseurs. Ouais. C'est là-dessus que c'était fatigant. Et surtout dans des villes, malheureusement, les plus peuplées qu'on n'a jamais vues au monde. Oui, quoi. non, c'est clair. T'as pas la place pour faire quoi que ce soit. C'était assez stressant. Cette partie-là, c'était assez stressant, un peu désagréable. Et ce qui était le plus fun, en fait, c'était vraiment quand on était sur nos vélos, quoi. Oui. Donc, on a pris ce train jusqu'à Hiroshima. Et après, à Hiroshima, on a pédalé, en fait, jusqu'à des petites îles qui sont juste sous l'île principale du Japon. Et là, c'était vraiment un super beau parcours qu'on a divisé en deux pour vraiment pouvoir en profiter. Sinon, je pense que ça fait moins de 80-100 km, je pense. C'est une centaine de kilomètres maximum parce qu'en fait, pour arriver sur les îles, il faut quand même déjà prendre quelques îles et après prendre un mini-ferry pour traverser. Et du point A jusqu'au point Z, finalement, tu as 100 km. Mais si tu enlèves la partie avant le ferry, effectivement, je pense qu'on est à 70 max. Ouais, exact. Et là, c'était super beau. Il y avait plein de ponts. Et là, c'était vraiment la seule portion, en tout cas au Japon, qu'on a vue, qui était une piste cyclable réglementaire. Donc, vraiment séparée des voitures, où là, les voitures faisaient aussi attention aux vélos. Et il y avait plusieurs touristes aussi. Il y avait plusieurs points aussi où on pouvait louer des vélos pour justement faire ce parcours. En fait, au Japon, avant de partir dans le voyage, je l'avais pas considéré du tout cet endroit-là. Et c'est en bouquant un petit peu, en posant des questions, en fait, en me faisant challenger sur l'itinéraire sur Facebook, parce que je suis dans pas mal de groupes de cyclistes, de voyageurs. Et ils m'ont dit non, il faut absolument que tu fasses cette partie-là qui s'appelle la Shimanami Hokkaido. Et en gros, mais ils ont tous été unanimes. Je fais, à quoi ça ressemble ? Je regarde sur Google, je fais, ok, c'est sûr qu'on va passer par là. Et au début, dans ma tête, ça me fait, ok, mais ça nous fait quand même un détour d'une centaine de kilomètres, ce qui est assez conséquent sur ce genre de voyage. Et finalement, on est ultra heureux de l'avoir fait. Je pense que c'est le meilleur passage au Japon. Ouais, non, vraiment. Moi, c'est vraiment le passage où j'ai le plus apprécié. Il y a quand même un peu plus de dénivelé aussi que le reste du Japon. Mais sinon, on a dû vraiment couper dans les kilomètres pas mal. Et c'est après cette section-là où on a décidé vraiment de réduire les kilomètres au Japon pour pouvoir profiter de Osaka. Après, on a quand même fait Osaka, Kyoto à vélo. Ouais. Et puis après, on a terminé le voyage à Tokyo. Donc, on a pris pas mal de trains dans ces moments-là. Ouais. Et moi, honnêtement, j'étais tellement prête à rouler et à vraiment l'aventure, tu vois, du vélo, que quand on a dû couper dans les kilomètres pour des raisons de sécurité, ça m'a mis un petit coup au moral, tu vois. Je me disais, ça y est, le voyage, il est terminé. En tout cas, le voyage vélo, c'est terminé. Et ça m'a vraiment fait bizarre, quoi, à ce moment-là, un arrêt un peu anticipé, tu vois. Ouais, mais en fait, en même temps, on prenait pas trop notre plaisir. Enfin, non, il n'y avait aucun plaisir. Aucun plaisir à rouler avec. Parce qu'en fait, tu roules avec les voitures et entre deux villes, c'est des départementales qui ont à peine l'espace pour un point bas-côté. Fait qu'en vrai, tu te fais frôler non-stop par la voiture. Ouais. Même s'ils roulent bien par rapport à ce que j'ai déjà vu, c'est quand même pas drôle. Et puis, forcément, tu es sur des routes, fait que tu es toujours en plein milieu de la ville, etc. C'est. Ouais. Là aussi, pas très beau à voir finalement. Ouais. Ce que les gens m'avaient recommandé, c'est si tu veux esquiver finalement les voitures, il faut rentrer dans les terres. Sauf que les terres, c'est les montées. Et là, il y a des cols et c'est tout ce que j'avais skippé exprès pour éviter qu'on souffre.
ben, c'est ce qu'on me recommandait de vivre. Et parce que là, nous, on était sur le littoral. Et le littoral, c'est là où c'est peuplé. Et donc, du coup, il n'y a plus de vélo. Donc, si vous êtes des grimpeurs, vous pouvez aller en vélo au Japon. Sinon, je vous recommande pas de le faire. Voilà. Louer un vélo pour la Shimanami, mais c'est tout. Ouais, c'est ça, exact. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais partager du voyage que tu as vraiment apprécié Bah, en vrai, j'ai quand même apprécié pédaler avec toi. Oui, moi aussi. Parce que c'est quand même plaisant de partager. Voyager tout seul, c'est un style. Je suis pas un grand fan à la base, mais quand tu es dans ce genre de périple-là, ce qui est beau, c'est de partager le moment, en fait, de raconter un peu ta vie. Est-ce que tu as vu ce genre de décor? Tu sais, je trouve que ça fait du bien d'être avec quelqu'un. En tout cas, c'est mon style. Ouais, non, c'est sûr. Et puis, aussi, quand tu es en galère, des fois, tu as eu tes problèmes de santé, etc. On a quand même vécu un moment, tu as demandé à des crèmes, à une pharmacie qui parle zéro. C'est vrai. Bref, on était toujours dans le langage des signes, etc. Avec les traductions approximatives. Exactement. Fait que, mais tout ça, tu sais, les galères à deux, c'est toujours plus facile à vivre que tout seul. Tu te sens soutenu, puis tu peux partager. Fait que, tu sais, merci pour ça, merci de m'avoir accompagné, merci de m'avoir fait confiance parce que 1 mois et demi, 2 mois avant on se connaissait pas vraiment, donc c'était quand même un saut de la foi et puis tu t'es fait confiance, fait que ça c'est félicitations. Mais merci, ouais. Moi aussi j'ai vraiment apprécié rouler avec toi, ça m'a permis de me sentir en sécurité aussi dans ce parcours-là parce que je savais que tu avais l'expérience aussi, donc ça c'était vraiment agréable à vivre et puis vraiment cette fierté aussi que j'ai eue de pouvoir faire autant de kilomètres, développer autant d'endurance que j'avais pas forcément au début du voyage, d'apprendre à aller au-delà de la douleur physique, vraiment de te poser sur ton mental pour te permettre de pédaler, d'avancer, de continuer, d'apprécier aussi quand même ce que tu vis parce que c'est pas juste de souffrir. Et ta souffrance physique, elle était souvent liée plus au soleil, à la météo, qu'au vélo lui-même. Ouais, exact. Le vélo lui-même, là où on a souffert, c'est quand on était en humidité en continu et qu'on commençait à avoir des frottements au niveau des fesses. Ça, super conseil, cyclotourisme, il faut une bonne selle. Oui, c'est vrai. Il faut une vraie selle et partez avec un bib, ce que vous voulez, mais un truc qui renforce un peu les fesses parce que sinon, au bout de 100 km, vous allez pleurer. Oui, et puis ça, c'est l'essentiel. Ouais, absolument. Ouais. Et que, non, tu l'as bien fait. Ouais, non, j'étais vraiment fière de moi, fière de l'avoir fait et prête à continuer peut-être une nouvelle aventure. Allez. Maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, à la période de questions, en fait, des questions qu'on a reçues de nos auditeurs, de nos abonnés sur Instagram, parce que pendant le voyage, en fait, je vous demandais si vous aviez des questions. Donc, je vais aller chercher mon téléphone et je reviens avec les questions. Alors, est-ce que tu es prêt pour la période de questions? Vas-y. Alors, première question. Bon, je pense qu'on y a quand même déjà répondu, mais rapidement. Qu'est-ce que tu as le plus aimé du voyage? Je pense qu'il y a 2 choses que j'ai vraiment aimées. C'est être coupé de ma culture, fondamentalement. Alors, j'aurais pas eu besoin de faire du vélo pour être coupé, parce que de toute façon, la Corée et le Japon t'amènent tout de suite dans quelque chose de différent. Ouais. Et puis, je pense d'avoir vu des choses que normalement, j'aurais pas dû voir. Tu sais, si j'avais pris juste l'avion, je serais arrivé à Séoul, j'aurais vu Séoul. Alors, je l'aurais vu beaucoup plus que ce que j'ai pu voir aujourd'hui. Par contre, là, j'ai le sentiment d'avoir vu la Corée, d'avoir mis les pieds dans des endroits, des petits patelins, des paysans qui nous parlent, etc., des grands-mères, comme tu disais. J'ai vu une Corée que j'aurais jamais vue autrement. Non, c'est sûr. Moi, c'est ce que j'adore, en fait, du voyage vélo, parce que, en fait, même avant de partir, on me disait, mais pourquoi faire autant de kilomètres à vélo? C'est quoi l'intérêt et tout? Mais en fait, l'intérêt, c'est déjà de te dire que tu as traversé 2 pays à vélo. Ouais. Il y a quelque chose d'assez fou là-dedans. Non, mais c'est quand même fou, tu vois, de se dire ça. Puis, tu sais, la Corée, on l'a vraiment traversée en diagonale. On a fait tout le pays au complet, quoi. La quasiment Corée 700 du Sud. km, c'était fou. Ouais. Et juste de te dire ça, mais c'est fou. Puis tu as accès à des paysages que tu n'as pas quand tu es en voiture ou quoi, où il faut faire des détours, etc. Moi, je pense que ce que j'ai le plus aimé, c'est l'aventure. Ouais. C'est de se réveiller tous les matins et de dire, OK, aujourd'hui, on fait combien de kilomètres? Ou la veille au soir, on faisait ça. On dit, OK, c'est quoi le plan de demain? Demain, on fait 80 kilomètres, on fait 100 kilomètres, on s'arrête où? C'est quoi notre ville étape? Puis tu sais, des fois, on se réveillait le matin, on n'avait pas l'hôtel de réserver le soir, on le réservait en après-midi. Il y a même des fois où on l'a pas réservé parce que les sites étaient en coréen ou en japonais. Ah oui, quel enfer. Et qu'en fait, on ne pouvait pas le traduire, le site, et il a fallu se rendre à l'hôtel et espérer qu'il y ait encore de la place. Donc, en fait, ce côté un peu, cette aventure-là, moi, ça m'a vraiment plu et j'ai vraiment adoré ce côté-là, quoi. Je comprends. Autre question. Qu'est-ce qu'on a le plus préféré entre Kyoto ou Tokyo?
Qu'est-ce que j'ai préféré entre Kyoto et Tokyo? Quelle ville on a préférée? Je pense que j'ai préféré Kyoto pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'y suis allé en vélo. Alors c'était qu'une 50aine de kilomètres d'Osaka, mais c'était un parcours qui était quand même assez correct. Ensuite, il y a moins de monde. Ouais. Parce que la foule, tu sais, en plus quand on est avec les vélos, c'est quand même pas très très drôle. On avait plus d'espace, j'ai l'impression que je pouvais un peu plus respirer. Ouais. Et on a fait quand même, c'est là-bas on a fait 30 km de marche en une journée, il me semble. Oui. Ouais. Fait qu'on a beaucoup visité Kyoto, et j'ai l'impression que Tokyo, j'y retournerai avec grand plaisir, parce que j'ai pas l'impression de l'avoir vu tant que ça. On a quand même vu plein de choses. Tellement énorme qu'il y a trop de choses à voir. Je pense que j'ai aimé Kyoto pour la verdure. Il y a quelque chose d'un peu plus authentique. Oui, puis c'est un site historique aussi. C'est ça, hein. C'est là où on a visité plein de temples, de jardins. Donc là, tu sais, il y a de la verdure. Je trouve ça un peu plus agréable. Ouais. Et c'était là aussi où il me semble qu'il y avait la forêt de bambou pas très loin. On a visité cette forêt de bambou magnifique. Que tous les influenceurs de ce monde voient, et forcément, on les a vus. Après, on nous demande quel pays on a préféré entre la Corée du Sud ou le Japon. La réponse que j'ai donnée à des amis, j'ai préféré la Corée du Sud en vélo, mais à des années-lumière. Et j'ai préféré les visites au Japon. Parce que, de ce que j'ai vu, en fait, l'histoire coréenne est assez jeune, finalement. Ouais. Et tout ce qui est bâtiments, musées, etc., finalement... C'est un pays avec moins d'histoire, la Corée du Sud. En fait, l'histoire, elle est là, mais ils ont été rasés par les guerres. Fait que finalement, il n'y a plus grand-chose à voir. C'est ça, on ne peut plus constater cette culture, en fait. Fait que, du coup, il y a plus de choses à voir, en fait, à comprendre au Japon, finalement. Ouais. Par contre, c'était beaucoup plus agréable de rouler en Corée. Les paysages étaient d'une beauté sans nom. On était en plein milieu de la verdure. On a vu même de la verdure pousser sur de la verdure. Oui, c'est comme vrai. Des cascades de verre. C'était waouh, c'était d'une beauté. Il y a des fois, j'avais l'impression qu'il y avait Godzilla qui allait sortir derrière une montagne. Un King Kong qui se tape contre Godzilla, mais c'était vraiment les mêmes décors que ce qu'on aurait dans ce genre de film. Ouais, non, vraiment. Ça, c'était vraiment... pareil, moi aussi, j'ai préféré la Corée pour le vélo et le Japon pour la culture et la bouffe. La bouffe japonaise était quand même très bonne. En vrai, j'ai aimé les deux. Ouais. C'était vraiment différent, mais le côté épicé me plaisait quand même. Qu'est-ce qui nous a le plus surpris dans ce voyage ? Non, ça va être, je pense, le rapport à l'écologie japonaise. Enfin, les Japonais face à l'écologie. Moi aussi. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'éloignement. Je pensais que les Japonais étaient très connectés, finalement, avec la nature. Et de ce qu'on a vu, alors on n'a pas vu tout le Japon, bien sûr, mais il y a beaucoup de sacs plastiques, vraiment beaucoup. Il n'y a pas de poubelles qui s'expliquent à cause de leur histoire, des attentats, etc. Mais le fait qu'il n'y ait plus de poubelles, ça veut dire qu'ils ne font pas le tri du tout. Ouais. Il y a des voitures partout. Le vélo n'est pas du tout démocratisé au point... Finalement, la pollution n'est pas un problème. Le suremballage aussi. Le suremballage. Il y a de la viande et du poisson absolument dans tous les plats. Je pense qu'un végé va mourir de faim très vite là-bas. Il n'y a quasiment rien de végé. Moi, ça m'a surpris, ça, de voir aucun plat végétarien. Oui. On n'a pas cette image-là, en fait, depuis le Canada ou la France. On pense que c'est beaucoup plus écolo comme pays, en tout cas de ce qu'on a vu. Ouais. Puis, comme tu as dit, on n'a pas vu tout le pays, mais moi, c'est ça qui m'a vraiment surpris. Puis l'utilisation de l'air climatisé à gogo aussi. Oui. Alors après, je peux comprendre qu'ils en aient besoin un petit peu, mais à ce point-là, il y a des endroits où c'est des centres commerciaux à ciel ouvert, quasiment. Et il fait plus froid dans ces arrêts-là, enfin dans ces endroits-là, que dans le métro. Ouais, c'est vrai. Ils climatisent. On avait même des petites stands de food, là, tu sais, des street food partout. Ouais. Ils avaient pris des caissons de climatisation et ils se mettaient la clim juste sur le visage avec un tuyau qui balançait dessus. Mais c'était dehors. Une clim dehors. Ouais, très particulier. 2 dernières questions. Vas-y. Comment on résumerait ce voyage en 3 mots ? Est-ce que tu as envie de commencer ? Moi, je dirais incroyable. Ok. En 3 mots, et ça, c'est un seul. Hein. Non, mais on en choisit 3. Ok, pardon. Ok, tu veux que j'en fasse 3 et t'en fais 3 ? Allez. Alors, moi, je dirais incroyable, intense et dépaysant. Ouais. Je dirais ressourçant, déconnectant et... je vois pas le mot, mais tu sais, l'envie d'en faire d'autres. J'ai vraiment ce goût-là. Tu sais, c'est enivrant, peut-être. Enivrant. Ouais. Tu sais, c'est comme une petite drogue que t'as et puis qu'il te faut réinjecter à un moment donné. T'as envie de repartir à l'aventure. Mais justement, la prochaine question, c'est quelle est la suite après ce périple ?
Alors, on voulait aller dans l'espace, hein, c'était ça? Du vélo sur Mars? Ouais, voilà. Non, définitivement, je pense que le vélo, t'es conquise là-dessus. C'était déjà pas ton premier voyage, en vrai. Exact. Moi, je vais continuer, c'est sûr. La destination que je voulais, c'était l'Islande. Donc, un tour d'Islande en vélo. Et a priori, ça a l'air de te botter aussi. Ouais. Donc, peut-être là-dessus. Mais je pense qu'on va essayer de faire comme 2 difficultés en plus d'un seul coup. Ça va être de rajouter donc la partie aventure sauvage, voire sauvage, un peu plus de camping pour le coup. Peut-être essayer d'élargir un peu le groupe, voir s'il y a quelques personnes en plus qui veulent nous suivre. Et comme ça, on pourra faire rayonner un petit peu cette approche du voyage. Exact. Ouais, moi, ça me tente vraiment beaucoup de faire ce tour d'Islande à vélo. Ouais. Alors, suivez-nous, justement, pour voir quels autres projets nous attendent pour l'année prochaine. Si les gens veulent te suivre, comment ils font pour te joindre? Ils peuvent me suivre sur Instagram ou sur Facebook. J'ai toutes les vidéos, etc., qui vont arriver. Puis je vais peut-être même finir par alimenter ma chaîne YouTube. Mais sur Instagram, c'est Pattrip, donc P-A-T-T-R-I-P avec un underscore à la fin. Et c'est pareil sur Facebook. Et puis, comme je suis abonné à ton compte, ils doivent pouvoir me trouver assez rapidement. Exactement. J'imagine. Donc, je vous invite à suivre Pattrip sur Instagram et Facebook. On se retrouve très bientôt sur le podcast Allô Anaïs. Alors, je tenais également à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus à travers ce voyage, comme Louis Garneau pour les sacoches, mais également ceux qui nous ont soutenus financièrement à travers la cagnotte GoFundMe. Donc, merci beaucoup à François Cournoyer, Astrid, Philippe, mes parents et Fabrice. Ça nous a vraiment aidé à, on va dire, mettre un petit peu de douceur aussi dans ce voyage. Alors, merci beaucoup pour votre participation. C'était super apprécié. Suivez-nous pour les prochaines aventures. On se retrouve très bientôt par ici. Abonnez-vous, donnez 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Partage cette vidéo à un ami s'il a intérêt pour du vélo ou pour d'autres sujets à travers le coaching. Et puis en attendant, on se retrouve sur mon blog ou LinkedIn.